Pas pour les têtes d'œufs. Vous autres, vous commencez avec vos histoires, le vin qui a de la cuisse, de la jambe, et oh, 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 oh. Nous parlons d'un produit qui relève de la concurrence libre et non faussée, dont on doit optimiser le profit et la compétitivité. Par conséquent, on dit les têtes d'œufs, puisque nous avons remarqué, c'était en 2009, que le vin rouge ne se vend pas aussi bien qu'on le pensait, et que le vin blanc non plus, mais que le vin rosé, si. Donc, nous allons mélanger du blanc et du rouge, et ça fera du rosé. Il n'y a que des Français pour que ça fait rire, hein. L'autre dans son bureau, ça le consterne que ça vous fasse rire. On lui a sauté à la gorge d'une telle manière qu'ils ont été obligés de remballer leur affaire. Vous croyez qu'ils ont lâché? Non. Ils ne lâchent jamais, comme nous. Jamais. Alors, ils sont passés par une porte. Vous avez des appellations contrôlées? Comment vous faites ça? Eh bien, nous faisons avec des droits à plantation. C'est-à-dire qu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment pour en ramasser le plus possible. Oui, oui, nous allons plutôt appeler ça autorisation de plantation. C'est moderne. Et surtout, ça permet d'en donner. Pourquoi font-ils ça? Alors, il y a deux raisons. La première, qui va nous servir de leçon. Aucune production humaine ne sera jamais seulement une valeur d'échange. Toutes ont une valeur d'usage. Et cette valeur d'usage est toujours chargée de sens, de contenu humain, pour savoir si ce vin est court ou long. Il ne suffit pas qu'il le soit, il faut que vous soyez capable de le savoir. C'est-à-dire que nous portons en nous, parce qu'on nous l'a enseigné, la capacité à apprécier la beauté et la douceur des choses. Ceci, quand bien même nous avons à l'acheter, sera d'abord pour nous non pas un objet de consommation, mais un moment de plaisir. Les objets portent la civilisation humaine. Si on les regarde, on comprend ce qu'elle est. Voici ce qu'est donc du vin. Depuis ces temps lointains où on en a imaginé la composition, et de génération en génération, sur ces arpents de terre, où l'on a disputé à la dureté du temps et du sol le droit de vivre. Voilà ce qu'est le vin. Ils ne le savent pas. Ils croient que c'est une marchandise. Et dans leur petite tête, on fait du rosé en mélangeant du rouge et du blanc. Ce sont les barbares. Ce sont des barbares. Des barbares. Ils ont décidé d'unifier le goût. Ils ont décidé d'entrer dans vos têtes et ils y sont entrés. Ils unifient vos goûts. Vous n'êtes jamais assez jeune, jamais assez maigre, jamais assez ceci, jamais assez cela. Ils ont répandu en vous toutes les frustrations qui font de vous de pitoyables animaux qui pensent qu'ils vont vivre en consommant ceci ou cela, qui n'achètent pas du yaourt, mais de la maigreur parce qu'il est écrit dessus 0%. Ce sont des barbares, mais qui ont un sentiment drôlement aigu de ce qu'est la nature humaine pour l'asservir et incorporer dans chaque esprit les normes dont ils ont besoin, si possible et même partout. Et voilà pourquoi vous autres, dans le Languedoc, vous êtes en train de planter des raisins et des souches qui ne tiendront pas le coup avec le changement climatique, aussi bien que tenaient le coup vos productions autochtones. Mais il faut produire au goût mondial, jusqu'à la quantité de sucre, hier c'était interdit de le faire, et de copeaux qu'on fout dans les cuves pour que c'est le même goût d'un bout à l'autre de la terre, pour qu'ils en produisent des quantités toujours plus grandes. Et alors, si ce sont des quantités toujours plus grandes et que c'est le même goût partout, à quoi bon faire des appellations d'origine contrôlée? Pourquoi, monsieur Mélenchon, voulez-vous m'empêcher de mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 rangs encore
de vignoble à côté de celui qui est ici, puisque de toute façon, s'il y a une offre, il y aura de la demande, comme dit le président François Hollande. Et puisqu'il y a de l'offre, les Esquimaux achèteront des frigos et les chameliers achèteront des chauffages. Ce sont les barbares. La civilisation humaine, dans son aspect le plus sensible, est menacée par les barbares, qui veulent tout transformer en marchandises, et toute marchandise doit être produite dans le plus grand nombre possible. Alors après, ils en viennent à oublier ce qui est le cœur même de l'agriculture. On a toujours fait des stocks pour pallier les mauvais moments. Ils ne veulent pas de stock. On a toujours produit raisonnablement pour ne pas, comme disait Karl Marx, épuiser la nature autant que l'homme. Et non, maintenant, il n'est question que de produire toujours plus. Peu importe les conséquences, ils n'y pensent pas. Eux, le benchmarking, c'est à 3 mois. Tous les 3 mois, on vérifie que la profitabilité d'une entreprise est sur la bonne ligne. Quelle stratégie humaine tient à 3 mois? Il n'y en a pas. Ils sont ceux qui se sont appropriés le temps. Ils se sont rendus maîtres du temps et ils l'ont raccourci. Tout doit aller vite. Tout doit être immédiatement profitable. Adieu les cycles lents des maturations humaines. Adieu les cycles de la nature. Adieu le temps qui passe pour rien, pour le bonheur de vivre. Il faut que tout le temps produise quelque chose qui puisse se mesurer dans le seul étalon qu'ils connaissent, l'argent. Pourquoi je vous ai dit tout cela? Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont dans le crâne? Les bureaucrates qui inlassablement reviennent sur cette histoire de vin, c'est qu'ils se disent depuis 1990, et plus précisément depuis 1996, quand pour la première fois il a été question de construire un grand marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, qu'aux États-Unis d'Amérique, les appellations d'origine contrôlée n'existent pas, que l'on produit du prétendu champagne en Californie, que l'on produit du prétendu Chablis au Mississippi, etc. Et que le jour où le grand marché sera constitué, il faut que ces châteaux Chablis de Californie, ce champagne de je ne sais où, puisse venir ici librement. Ils ont suivi d'une manière planifiée, organisée, méthodique, la préparation de leur grand marché unique. Sur un terrain où il n'y a pas de grand marché unique, il ne peut y avoir qu'une chose, de l'intelligence et de la beauté unique, toutes choses dont ils sont privés. Le grand marché unique, contrairement à ce que racontent les députés socialistes, les têtes de liste socialistes qui viennent de publier une tribune, ce n'est pas vrai, nous n'en sommes pas au début de la négociation. Et s'ils étaient électeurs dans le Grand Sud-Ouest, ils le sauraient, parce que je m'honore d'avoir été alors le seul parlementaire qui ait présenté sa candidature avec ses colistiers en mettant en garde contre le grand marché transatlantique en 2009. Où étaient-ils tous autant qu'ils sont? Pourquoi se sont-ils tus? Pourquoi n'ont-ils rien dit, les indignés de la 25e heure, les belles personnes qui viennent aujourd'hui dire que s'il le faut, ils résisteront? Non, ils n'ont jamais résisté à rien, ils ont toujours cédé à tout, et ils sont en plus complices dans le mensonge. Ne leur faites plus confiance, ne leur faites pas confiance sur un sujet pareil. Il y va de l'idée que nous nous faisons de ce qu'est l'existence elle-même et la manière de vivre. S'ils font un marché unique, c'est pour des raisons géopolitiques. Les États-Unis d'Amérique ont lancé l'idée en 1990, c'est-à-dire juste après la chute du mur de Berlin, parce que pour eux, le problème qui se posait, c'était celui de leur poids spécifique sur l'arène mondiale. Les États-Unis d'Amérique ont besoin du poids spécifique de la production européenne pour que la masse de dollars qu'ils produisent commence à avoir une contrepartie matérielle alors qu'ils vivent à crédit sur le reste du monde. Ce grand marché unique, cela voudra dire l'uniformisation par l'abaissement de ce qu'ils appellent les barrières non tarifaires, parce qu'on ne peut jamais parler simplement. Mes amis, si c'était que des droits de douane, ce ne serait pas grave, mais je viens de vous faire la démonstration avec cette affaire de vin de ce qu'est une barrière non tarifaire. Vous pouvez considérer, vous, que si vous voulez ce vin, vous ne permettez pas qu'il soit produit ailleurs,
que dans la région d'appellation d'origine contrôlée qui est marquée sur la bouteille. Tandis que dans leur conception, on peut en produire n'importe où, dans n'importe quelle condition, et que ça dépend que d'eux de mettre le titre. D'ailleurs, ils se sont retirés de l'Union mondiale du vin, les États-Unis d'Amérique. Pas que de ça d'ailleurs. Mais c'est bien ce qui est en cause. Les barrières non tarifaires, ce sont toutes ces choses qui tiennent à la nature des objets, à la façon de les produire, à leur contenu, à la façon de les utiliser et de les échanger. C'est pourquoi ce n'est pas qu'une affaire commerciale, c'est une affaire de culture, de contenu, de manière de vivre, de manière de manger, de manière de regarder, de se vêtir, de boire, de regarder la vie elle-même. J'espère l'avoir fait comprendre ce soir, mieux que dans tous ces discours technocratiques auxquels on finit par ne plus rien comprendre. Ce soir, c'était le vin. Les autres jours, c'est le poulet. Et évidemment, nous ne l'avons pas, les poulets à la javel. En Europe, c'est interdit. Les Nord-Américains, si. Bon appétit. Alors ils choisissent, tiens, aujourd'hui, poulet à la javel ou bien bœuf aux hormones. Pas nous. Alors le commissaire de Gutsch, qui négocie pour nous, paraît-il, n'en pouvait plus de notre histoire de poulet. Ah, ça suffit avec votre poulet. Ben non, mais voilà avec le vin maintenant. Ça suffit. Eh ben, il y aura des poulets lavés à la javel et on mettra une étiquette. Vous comprenez? Il y aura une étiquette, les gens. Et lui, il dit d'ailleurs, moi, j'en mangerai pas. Alors si c'est pas bon pour toi, pourquoi c'est bon pour les autres? Parce que toi, tu auras l'argent. Et les autres, ceux qui l'ont pas, et qui vont trouver du poulet lavé à la javel qui coûte moins cher. Comment ils feront pour amener le poulet à la maison? Ils achèteront ce qu'il y a de moins cher, comme ils le font déjà aujourd'hui, quand ils vont chez Ed, quand ils vont chez Lidl, etc. N'est-ce pas? Ces gens sont cruels, n'est-ce pas? La lutte de classe continue jusque dans la gamelle. Mais nous, on va vous expliquer ce que c'est un poulet. On ne va pas vous parler de javel, on va vous dire comment il est, quand la peau est craquante, ou bien seulement moelleuse, ou si c'est goûteux, juteux, moelleux, à cœur. Nous avons plein de mots pour parler du poulet aussi. Eux, non. Ils ont javel ou pas? Pas nous. Depuis le XVIe siècle, nous mettons la poule au pot. Pas dans la javel. Cela, je crois que vous l'avez tous compris. Vous devez savoir qu'à côté de cela, il y a une autre disposition. Ce sont les tribunaux d'arbitrage. Qui est-ce qui sait ce que c'est? Levez la main. Bon, ça va, on a à peu près bien bossé. Les multinationales, avant, quand elles avaient une pelée entre elles, elles disaient « Ah ben nous, on ne sait pas où aller, parce que comme on est multinationale, eh ben, on ne sait pas où aller. » Pour juger nos différends. Alors, ils s'étaient inventés des cours d'arbitrage. Nous, déjà, on trouvait que c'était un peu curieux qu'ils décident ça entre eux. Moi, en 1990, j'ai posé la première question au tribunal d'arbitrage de Paris. On me dit « Monsieur, ici, c'est un tribunal privé, donc on ne vous répondra pas, même si vous êtes sénateur. » Dont acte. Et petit à petit, ils ont introduit le fait que dorénavant, ils pourraient citer un État devant un tribunal d'arbitrage. Ça change tout. Comprenez bien ce que ça change. L'arbitrage, c'est un arrangement. Vous êtes assez grand garçon et grande fille pour savoir qu'un arrangement, c'est souvent un rapport de force. Et sinon, il n'y a pas besoin d'arrangement, on coupe en deux. Un arrangement, c'est le résultat d'un rapport de force, et un arbitrage, c'est le résultat d'un rapport de force. Par exemple, Tapi, il a fait un arbitrage, il a eu 400 millions pour lui. Vous avez été content de donner. Mais la loi, ce n'est pas un arbitrage. La loi, elle ne dépend pas des deux parties qui se regardent et se confrontent. La loi, elle est décidée par d'autres, vous, le peuple. La seule légitimité de la loi, c'est qu'elle est décidée par tous, donc elle s'applique à tous. La loi et l'arbitrage, ça n'a rien à voir. Eh bien, dorénavant, les multinationales ne se soumettront plus aux lois. Elles ne connaîtront que des arbitrages quand elles voudront s'en prendre aux États. Dans quelles conditions? Voyez, par exemple, puisque c'est la journée mondiale
contre la multinationale Chevron, qui, comme vous le savez, a été le prétexte à guerre d'Irak, d'Afghanistan et ainsi de suite. Chevron s'en prend à l'État équatorien, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Et elle demande un dédommagement contre l'État équatorien de 13 milliards de dollars. Si l'État équatorien de la révolution citoyenne de Rafael Correa est condamné, l'État équatorien est ruiné. Plus besoin d'envoyer les espions de la CIA essayer d'assassiner les présidents de gauche. Il suffit d'envoyer les multinationales ruiner les caisses de l'État. Comment ça se passe? Par exemple, les Canadiens disent « Bon, nous, on ne sortira pas le gaz de schiste, on a compris, c'est une saloperie. » La compagnie pétrolière dit « Vous êtes bien nerveux, vous autres les Canadiens, faites bien ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Mais nous, on a fait des trous. Vous nous avez donné l'autorisation d'en faire. Et là où on a fait les trous, dessous, on pense qu'il y a 1000 milliards de dollars de gaz de schiste. Vous nous empêchez de les prendre, on comptait dessus, et bien vous nous devez un dédommagement, disons 300 milliards. Comment? Un dédommagement de quoi? Mais c'est pas à vous, c'est chez nous. Comment? 1000 milliards, mais comment vous le savez? Ils sont toujours sous terre, personne n'en a sorti une goutte. Peut-être, ils se sont appropriés le futur. Voilà ce que c'est qu'un tribunal d'arbitrage. Et ensuite, si vous êtes un petit pays, je ne dis pas des petites gens, il n'y a pas de petits pays autrement que par la taille ou le budget. Les gens sont égaux en droit, n'est-ce pas? Vous êtes le petit Suriname dans sa forêt amazonienne qui tâche d'accumuler comme il peut pour se développer. Eh bien, avant de voter une loi, au moment où vous allez signer, on vous dit « Ah, faites pas ça, malheureux !» Si vous signez cette loi, le lendemain, vous avez telle multinationale qui va venir demander à une cour d'arbitrage une amende qui va vous endetter pour le restant de l'histoire de l'humanité pour votre pays. Les multinationales dont il est question ont des budgets qui sont des dizaines de fois ceux des États, ont des budgets pour leurs seuls avocats supérieurs au budget de plusieurs États. Voilà ce qu'il y a dans ce traité de grand marché transatlantique. Ceci s'y trouve, je vous en donne ma parole d'honneur. Ceci est dans le mandat de négociation. Vous ne m'avez pas écouté quand je vous l'ai dit la dernière fois. Vous me direz, on avait le temps. Oui, mais maintenant on n'a plus le temps, ça y est, et la bataille est commencée. C'est la bataille décisive. La bataille où l'on veut faire un bloc civilisationnel avec les États-Unis d'Amérique, où nous sommes d'une part le fourgon de l'OTAN pour participer à ces entreprises bellicistes, et ensuite où nous sommes les fournisseurs, pourvoyeurs de marchés et de marchandises à leurs normes, avec leur manière de vivre qui n'est respectueuse ni des êtres humains, ni de la nature.